On rencontre Bernard de Montréal une fois par mois. Pour ceux qui nous écoutent sur la cassette, évidemment, ça fait pas longtemps que vous l'avez déjà écouté. On est maintenant rendu en décembre 1983 à la porte de 1984. Et si vous avez écouté dans les premiers temps les cassettes de 1976 ou 77, Bernard disait « Je vais parler jusqu'en 1984 ». On ne sait toujours pas si c'est au début de 84, au milieu de 84 ou à la fin de 84. Mais quoi qu'il en soit, Bernard est encore avec nous ce soir. Et le thème de la soirée, c'est la santé du corps et la santé de l'esprit. Est-ce que la santé du corps et la santé de l'esprit sont liées? Est-ce que l'un domine sur l'autre? On va parler de la santé. C'est le thème de ce soir. Bon, alors si on parle de la santé du corps et de la santé de l'esprit, d'abord, il ne faut pas s'occuper de la santé de l'esprit. Parce que l'esprit est toujours en santé. C'est le corps mental qui est malade. C'est le corps émotionnel qui est malade. C'est jamais l'esprit. Les gens qui deviennent fous ne sont pas fous dans l'esprit. Ils sont fous dans le corps mental, ils sont fous dans le corps émotionnel. Donc, quand on parle de la santé du corps et de la santé de l'esprit, c'est une façon qui n'est pas juste de parler. L'esprit, c'est la puissance de l'homme. L'esprit, c'est le pouvoir dans l'homme. L'esprit, c'est l'énergie de l'homme. Mais l'esprit est bloqué par le mental, l'intellect de l'homme, l'émotion de l'homme. Et automatiquement, ça affecte le vital de l'homme et le physique de l'homme. Donc, si on doit, dans une nouvelle perspective, comprendre le phénomène de l'esprit chez l'homme et la relation entre l'esprit et le corps, il faut comprendre que dans le passé, l'homme n'était pas parfaitement dans son esprit. Il était partiellement dans son esprit. Donc, son esprit ne pouvait pas remplir complètement son vaisseau, c'est-à-dire ses principes humains, planétaires, qu'on appelle le mental inférieur, l'émotionnel, le vital et le physique. Et à cause de cette séparation entre l'esprit et l'homme est malade. Dans la nouvelle évolution, l'esprit de l'homme sera rendu à ses principes. C'est-à-dire que ces principes, le mental, l'émotionnel, le vital et le physique, seront remplis par cette énergie. Et à ce moment-là, il y aura un réajustement entre ces principes et cette énergie-là, et l'homme perdra la maladie, s'éloignera de la maladie. Il sera soutenu par son esprit, c'est-à-dire que son esprit sera suffisamment puissant pour empêcher, contrarier et neutraliser les forces planétaires, karmiques de l'âme, qui influent sur la partie planétaire de l'homme et qui le rend malade. Donc, c'est très important dans la nouvelle conception de l'homme de ne pas mélanger l'esprit avec le corps. L'esprit, il est toujours sain. C'est le corps mental qui ne l'est pas. Donc, ce corps mental n'étant pas totalement développé, parfaitement harmonisé à cause de l'émotion qui l'affecte, l'esprit ne peut pas entrer. Ceux qui parlent des mauvais esprits, ceux qui parlent des esprits damnés, ceux qui parlent des esprits des ténèbres au lieu des esprits de la lumière, est-ce qu'il n'y a pas des êtres humains qui sont incarnés sur la terre dans le but d'anéantir l'humanité par leur esprit qui est mauvais, qui est malin au départ? C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains sur la terre qui sont incarnés sur la terre et qui sont des systèmes de réception à ces esprits. Ce n'est jamais, j'ai toujours dit que l'être humain est foncièrement bon. C'est que son intelligence est colorée, son intelligence est contaminée, son intelligence est affectée par, surtout s'il est sensible, par des intelligences qui sont sur des plans parallèles et qui peuvent s'intoniser avec lui, donc affecter son mental, affecter son émotion, donc changer son comportement. Prenons le cas que tout le monde connaît, Hitler. Hitler, c'était un grand sensible, c'était un grand réceptif, c'était un grand médium. Et
il a été affecté astralement par ces intelligences-là. Et c'est la qualité de sa réceptivité qui a fait de lui l'homme qu'il fut. Donc, lorsque l'homme vient dans la matière, selon la mémoire, vous savez que la mémoire, c'est très important. Quand on parle de la mémoire, on parle de l'âme. Quand l'homme vient dans la matière, il vient toujours dans la matière avec le support de la mémoire de l'âme. C'est à partir de la mémoire de l'âme que sont construits ces principes inférieurs pour le rôle karmique qu'il a joué sur la terre. Donc, ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est le problème, c'est l'âme. Jusqu'où l'âme peut affecter le comportement humain. Si l'âme est très développée, il y a possibilité éventuellement pour l'homme de devenir un être lumineux, c'est-à-dire de devenir un être qui est rempli de son esprit. Il y a une différence entre l'esprit et l'âme. Et cette différence-là n'a jamais été suffisamment expliquée. L'âme, c'est de la mémoire. L'esprit, que moi, aujourd'hui, j'appelle le double pour le temps présent, c'est une énergie qui se construit et qui se développe chez l'homme au fur et à mesure que l'âme est transmutée, permettant éventuellement qu'il y ait une liaison parfaite entre cette énergie-là, qui fait partie de l'essence de l'homme, et les énergies qui font partie des différents paliers de l'évolution qu'on appelle les forces de lumière. Donc, plus l'homme est dans son esprit, plus il est réceptif à ces énergies de haute vibration, plus il est automatiquement séparé, libre, si vous voulez, des forces qu'on appelle astrales, ou des intelligences qui sont sur des plans inférieurs. Donc, ce que l'homme a besoin au cours de l'évolution, c'est de prendre conscience de son esprit, et il prend conscience de son esprit au fur et à mesure que l'énergie de l'âme, l'énergie de la mémoire de l'âme est transmutée en énergie pure pour la formation d'un corps, d'un double ou qui devient éventuellement un corps morontiel. Alors, dans le domaine de la santé, il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes, et il y aura au cours des années qui viennent beaucoup de problèmes, parce que les hommes, les êtres humains, ont trop de mémoire affective, c'est-à-dire qu'ils ont trop de mémoire qui affecte leur comportement humain, et ne connaissant pas les lois de la syntonicité, ne réalisant pas que l'homme est effectivement un radio, il est un radio, soit qu'il reçoive des ondes de très haute vibration, qui viennent de la lumière, ou qu'ils reçoivent des ondes de moindre vibration qui viennent des plans inférieurs. Donc l'homme est un radio, et c'est très important que son mental et son émotionnel soient ajustés pour qu'il puisse recevoir de l'énergie qui est créative, au lieu de recevoir en lui de l'énergie qui est destructive et qui peut l'amener éventuellement à une débilité physique, mentale, émotionnelle, ainsi de suite. Si l'âme est la mémoire, est-ce que c'est à cause de cette âme que certains individus naissent avec un corps physique inadéquat? Effectivement. Les gens naissent avec le corps physique qui remplira le mieux le rôle karmique que leur impose la mémoire de l'âme sur le plan matériel. Effectivement. D'où vient cette fameuse notion de la réincarnation? La notion de la réincarnation vient de l'Orient. Elle est aussi une notion intuitive qui fait partie des concepts indiens. La notion de la réincarnation, c'est une notion qui est intéressante. Elle a du bon sens, mais elle n'est pas absolue. Parler de réincarnation, c'est de permettre à l'homme d'avoir une conscience plus infinie que limitative. Si un homme, par exemple, est conscient de la réincarnation, automatiquement sur le plan émotionnel, sur le plan mental, ça lui donne une sorte de longévité psychologique. C'est très puissant le concept de la réincarnation. Une personne qui vit de ce concept-là peut facilement alléger sa vie, parce qu'il n'a pas l'impression que s'il meurt, c'est final, ou que s'il meurt, il s'en va sur des plans qui sont totalement séparé de sa condition psychologique, de son entendement psychologique. Donc, c'est comme s'il a l'impression qu'il a le pouvoir de se reprendre, de refaire sa vie. Et pour des gens qui sont spirituels, le concept de réincarnation est bon parce que ça leur donne l'appui psychologique nécessaire pour prendre conscience de leur faiblesse dans la vie, de leur comportement humain négatif et les corriger, ainsi de suite. Mais si nous regardons le phénomène de la réincarnation du point de vue cosmique, si nous étudions la validité de ce concept-là du point de vue cosmique, la réincarnation n'existe pas.
Elle existe sur le plan planétaire, mais elle n'existe pas sur le plan cosmique. J'explique. Quand on parle de réincarnation, il faut toujours considérer l'homme comme étant un être en initiation planétaire, c'est-à-dire un être qui doit éventuellement, au cours des siècles, corriger les abus de sa conscience animale. Mais si nous regardons l'homme du point de vue cosmique, nous réalisons une chose, c'est que dans l'homme, il y a ce qu'on appelle de l'esprit. Je ne parle pas de l'âme, là. Il y a une grande différence entre l'âme et l'esprit. Il y a dans l'homme de l'esprit. Et l'esprit dans l'homme n'est pas totalement développé, parce que l'esprit dans l'homme, pour être totalement développé, il doit être utilisé l'énergie de l'âme. C'est comme si dans l'homme, il y a une partie de l'esprit qui sert à la formation de l'âme, et il y a une partie de l'esprit qui est éternelle. Et avec l'évolution, la partie qui a servi à la formation de l'âme au cours des expériences, des personnalités, éventuellement doit être transvidée dans ce qu'on appelle l'esprit. D'ailleurs, un jour, je donnerai un autre concept pour mieux définir ce qu'on appelle l'esprit, lorsqu'on avancera un petit peu plus dans la conscience ou dans la science de l'intelligence et de l'énergie. Donc, un jour, il faut que l'énergie de l'âme soit transformée pour devenir ce qu'on appelle de l'esprit, c'est-à-dire une énergie qui se greffe à la partie essentielle de l'homme. Mais quelle est la partie essentielle de l'homme? La partie essentielle de l'homme est ce que certaines écoles ont appelé les ajusteurs de pensée. Mais il y a une condition à ceci. Si nous disons que la partie essentielle de l'homme, c'est l'ajusteur de pensée, qui est la source de la pensée, qui est le manipulateur de l'énergie de la pensée, on enlève à l'homme la capacité essentielle de la survie autonome de son éternité. Et on ne peut pas faire ça. Mais d'un autre côté, l'homme ne peut pas sortir de sa condition planétaire ou de son ignorance planétaire tant qu'il n'a pas vécu la transmutation de l'âme qui lui donne de plus en plus d'esprit pour que lui, éventuellement, puisse arracher à ces êtres qui sont dans la lumière, qu'on appelle les ajusteurs de pensée, le pouvoir de l'intelligence et de la volonté pour que cette énergie descende sur le plan matériel et qu'elle fasse partie de la nouvelle évolution, de la nouvelle race et qu'elle donne sur la Terre ce qu'on appelle une race supramentale ou une race supraconsciente. Donc, il y a dans l'homme une divisibilité qui est essentiellement reliée à son incapacité ancienne de retrouver contact avec sa source et aussi une divisibilité qui ressort du fait qu'il n'a pas la volonté et l'intelligence pour attirer sur la Terre, autrement dit, faire pénétrer dans son être à lui cette énergie de volonté et d'intelligence qui fait partie de l'activité éternelle et cosmique qu'on appelle celle de l'ajusteur de pensée. Donc, avec le temps, avec les nouvelles évolutions, l'homme prendra contrôle de cette énergie-là et il y aura ce qu'on appelle fusion. Fusion veut dire quoi? Fusion veut dire intégration de ce qui est éternel avec ce qui est matériel pour créer le cosmique. Ça, c'est la nouvelle évolution. Donc, si nous parlons d'esprit, si nous parlons du corps malade, si nous parlons de l'esprit malade, qui n'est pas juste, parce que l'esprit, ce n'est jamais malade, c'est le comportement latitudinal chez l'homme qui devient malade. Si nous parlons d'esprit, c'est la transmutation de ce qui est de la mémoire de l'âme, qui devient éventuellement un double, qui devient éventuellement un cormoron-ciel, c'est ça l'esprit de l'homme. Et lorsque cet esprit est totalement formé, c'est-à-dire que lorsque l'homme a la capacité, en tant qu'être, de réunir à la fois les principes planétaires et les principes cosmiques, à ce moment-là, il a une conscience qui n'est plus divisée, c'est-à-dire qu'il a la conscience parfaite de son immortalité, c'est-à-dire qu'il a une continuité de conscience. Et cette continuité de conscience devient la nouvelle conscience de l'humanité. Pourquoi parler alors d'une époque d'involution si on s'en va toujours vers la fusion, plus près de la fusion, donc on devrait parler d'une... Nous parlons d'involution parce qu'il est bon de faire reconnaître à l'homme qu'il y a une division dans les étapes de la conscientisation de l'humanité, qu'il y a une division dans les rapports entre l'homme et la conscience planétaire et l'homme et les consciences extraplanétaires, qu'il y a une division très près de l'homme aujourd'hui, qu'il y a une division absolue dans l'homme demain, et que cette division établit chez l'homme inconscient, l'homme planétaire, une réalisation
que ce qu'il était auparavant, ce n'existe plus, que ce qu'il est maintenant et que ce qu'il deviendra demain est sa nouvelle réalité. Donc, cette division de l'involution et de l'évolution est simplement une division catégorique, une division métaphysique, si vous voulez, mais elle est bonne dans le sens qu'elle permet à l'homme qui a commencé à se conscientiser, c'est-à-dire qu'il a commencé à prendre conscience de ses énergies, de réaliser que le passé, faisant partie de la mémoire, à tous les niveaux de son expérience, ne peut plus influer sur le comportement mental et émotionnel de cet être-là, donc il y a déjà en lui transmutation de l'âme. Pourquoi parle-t-on des êtres qui sont des êtres descendants et des êtres ascendants? Les êtres ascendants sur l'échelle de l'évolution sont des êtres qui vivent d'expérience et qui sont encore au stage de la concrétisation dans leur expérience de tout ce qui est de mieux ou de pire dans la mémoire de l'humanité. Les êtres descendants sont des êtres qui déjà ne font plus partie de l'humanité. Ce sont des êtres qui ne vivent plus d'expérience. Ce sont des êtres qui n'ont plus de mémoire subjective. Ce sont des êtres qui ont une mémoire universelle et ce sont des êtres qui viennent sur une planète pour donner à l'humanité une impulsion ou une pulsion afin de permettre que l'homme qui est d'une ancienne époque appartienne à une nouvelle époque. Et comme l'ego n'est pas capable de s'assurer par lui-même de la coordination entre l'activité intelligente des rayons cosmiques et sa nature, il est absolument essentiel que des êtres qui sont descendants, qui ne vivent pas d'expérience, qui n'ont rien à apprendre sur le plan humain vis-à-vis la constitution émotive et mentale de leur savoir et de leur comportement, des êtres qui sont capables de faire descendre sur le plan humain une énergie qui demain servira en tant qu'instruction à une humanité qui demain sera prête à recevoir cette instruction-là pour connaître et comprendre les mécanismes de l'ego, les mécanismes de l'âme, les mécanismes de l'esprit, les mécanismes de la mémoire, les mécanismes de l'émotion, les mécanismes de la vitalité et du physique. Quel est le mariage à faire entre ces êtres d'involution et ces êtres d'évolution? Le mariage, il est déjà fait. Le mariage, il est fait sur les autres plans parce que les êtres qui font partie des échelles de descente, les êtres qui descendent vers les planètes, sont déjà des êtres qui ont étudié les hommes. Parce que les hommes, une âme, ce qu'on appelle une âme ou une mémoire planétaire, est toujours étudiée après la mort. Il y a une partie de cette énergie-là qui est utilisée sur les plans de lumière pour voir s'il y a des fractures, s'il y a des déformations, s'il y a un recul ou s'il y a un avancement. Il y a des archives, il y a des scientifiques qui s'occupent d'étudier l'âme comme nous étudions la matière. Et lorsque les âmes sont suffisamment évoluées, ces âmes sont utilisées pour certaines activités. Si elles sont moins évoluées, elles sont maintenues non pas en retard, mais elles sont retardées d'exploiter certaines activités, ainsi de suite. Alors, il y a déjà un lien. C'est pour ça que les êtres qui sont descendants et qui viennent sur une planète sont des êtres qui connaissent les âmes, qui comprennent les âmes, qui connaissent les mécanismes occultes de l'homme, qui ont le pouvoir de reconnaître l'homme, parce que justement, ils ne font pas partie de l'homme, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience qui est suffisamment greffée à leur point d'origine pour leur donner accès à toutes les conventions de l'expérience de l'âme qui a été enregistrée dans les archives de leur monde. Pourquoi sur une planète comme sur la Terre, on ne va pas directement rejoindre l'humanité entière pour toutes les faire passer en même temps au plan de la fusion? On ne peut pas faire ça parce que dans l'humanité, il y a trop de failles, il y a trop d'êtres humains qui ne sont pas prêts à faire la transposition de l'énergie de l'âme ou de l'énergie de la mémoire en esprit. Autrement dit, il y a trop d'êtres humains sur la Terre qui ont trop d'ego. Donc cet ego-là empêche que ces êtres-là vivent ou sentent ou perçoivent cette énergie. Il y a un temps, donc il y a une époque, il y a une évolution qui doit être faite. Sinon, il n'y aurait pas de justice dans le cosmos. Les hommes pourraient facilement agir de telle ou telle façon, selon leur gré, selon leurs ambitions, selon la nature animale de leur mémoire, selon la capacité de l'âme d'enregistrer de basses ou de hautes vibrations, et tout le monde finirait, lorsque le rideau est levé,
tout le monde finirait sur le même plan, tout le monde aurait accès à la même luminosité, aux mêmes forces, aux mêmes intelligences, au même plan de création future. Ce serait une injustice cosmique et c'est impossible parce que tous les hommes doivent vivre leur karma, tous les hommes doivent faire l'expérience totale de leur mémoire et ils doivent éventuellement l'épurer, cette mémoire, et ça fait partie des lois fondamentales de la vie. En quoi donc le Nazaréen voulait-il dire quand il disait « Seul le péché de l'esprit n'est pas pardonné » ? Quand il disait que seul le péché de l'esprit n'est pas pardonné, il disait seul le péché contre l'esprit n'est pas pardonnable. Le péché contre l'esprit n'est pas pardonnable parce que l'esprit c'est l'essence, l'esprit c'est l'intelligence. Donc si l'homme pêche contre l'esprit, c'est qu'il utilise l'énergie ou la mémoire de l'âme pour entraver la descente de l'esprit dans la matière, et ce n'est pas pardonnable parce qu'il sera obligé de recontinuer le processus de réincarnation sur le plan des personnalités, mais non pas sur le plan de l'esprit. C'est pour ça que je reviens à la réincarnation. La réincarnation existe sur le plan de la personnalité, sur le plan de l'âme, mais elle n'existe pas sur le plan de l'esprit. L'esprit ne se réincarne jamais. L'âme se réincarne toujours jusqu'à ce que l'esprit prenne le dessus. Je passe à des questions de bas niveau, mais est-ce que ça se peut qu'un enfant soit la réincarnation du grand-père qui était décédé avant sa naissance? Pourquoi pas? Est-ce qu'il se peut qu'une humanité entière actuellement soit témoin de certains événements qui ressemblent à ce qui s'est passé lors de la destruction de l'Atlantide? Il y a des gens qui disent qu'on revit toujours le passé, ainsi de suite, que le passé est cyclique, ainsi de suite. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas vrai d'une façon absolue. L'humanité vivra des situations dans l'avenir qui seront totalement différentes de ce que les Atlantes ont connu. D'ailleurs, ce que les Atlantes ont connu, ils l'ont connu sur une petite base, ils l'ont connu sur une base suffisamment limitée ou limitative et qui les concernait. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, les archives concernant les Atlantes sont extrêmement brouillées, très brouillées. Et quand je dis brouillées, je veux dire qu'il y a des secrets occultes concernant la destruction de l'Atlantide, concernant l'inversion des pôles, concernant la division des corps physiques, concernant les grandes emprises des pouvoirs occultes contre ceux qui faisaient partie des forces créatives. Il y a de grands secrets concernant les forces rayonnantes dans la matière qui ont été donnés un peu mais qui sont voilés. L'homme découvrira l'histoire des Atlantes ou l'histoire de l'Atlantide lorsqu'il aura la deuxième vue, parce qu'à ce moment-là, il pourra voyager dans ce que vous appelez le temps et reconstituer par lui-même l'histoire de l'Atlantide, mais selon sa vibration. Autrement dit, dans le cosmos, n'est pas donné à n'importe qui de connaître le passé et de connaître l'avenir, et donné à n'importe qui de connaître le passé et de connaître l'avenir selon sa vibration. C'est un privilège, la connaissance. C'est un privilège d'ascension, et c'est un privilège d'évolution, et c'est un privilège qui résulte de la perfection de la vision des corps subtils. Plus les corps subtils ont la capacité de voir, de ne pas être troublés par les ombrages sur ces plans-là, plus la connaissance est grande, plus elle est profonde et plus elle sert à l'évolution. Donc c'est un privilège. Ce n'est pas une capacité psychologique, ce n'est pas une capacité spirituelle. Et la preuve, si vous regardez les êtres qui ont fait des études occultes ou ésotériques sur les Atlantes ou sur les anciennes dynasties, vous verrez qu'il y a toujours des aspects de leurs travaux qui ne concordent pas, qui souvent sont totalement en opposition. Et ils sont en opposition parce que un être a telle vision, un autre être a telle vision, et un autre être a telle vision. L'homme ne pourra jamais parfaitement comprendre le passé et les secrets de l'humanité, les mystères de l'humanité, à partir du plan astral. Il aura accès un peu à ceci pour ésotériser sa pensée, pour le mettre en contact avec les mémoires, mais non pas pour lui permettre de voir exactement où se situe dans le passé le temps dans la mémoire et où se situe dans le présent cette mémoire dans le cosmos. Parce qu'un homme qui a accès à la mémoire d'une humanité ou à la mémoire d'une planète dans une instantanéité, dans une archive quelconque sur les plans de la lumière, est un homme extrêmement puissant. C'est un homme qui instantanément est imbu de toute l'expérience d'une planète. C'est absolument extraordinaire comme phénomène. Donc, les êtres qui peuvent aller et rejoindre les archives qui sont de nature purement atomique,
qui ne sont pas contaminés aucunement par la conscience astrale sont très rares. Et ceci viendra un jour, il y aura un jour dans le temps où la science, lorsque la science sera établie sur la Terre, lorsque les vrais scientifiques seront ici et qu'ils constitueront ou qu'ils créeront des machines pour emmagasiner cette mémoire, ces gens-là pourront se servir de cette mémoire ancienne pour étudier le phénomène humain et permettre ainsi que ce qui a été vécu dans le passé soit parfaitement utilisé dans le présent pour le développement parfait d'un avenir futur. Mais ce sera au niveau de l'éther, ce ne sera pas au niveau de l'astral. Y a-t-il pas déjà des êtres sur la Terre qui font partie, disons, d'une complicité du silence et de gouvernement central ésotérique ou occulte? Il y a des êtres sur la Terre qui aiment se donner l'idée qu'ils font partie d'une complicité de silence, parce que les êtres sur la Terre, surtout ceux qui sont ésotériques ou occultes, aiment se donner des rôles messianiques, des rôles spirituels, des rôles de conversion, des rôles hypnotiques, des rôles de puissance. L'homme est extrêmement orgueilleux. L'homme, c'est un être qui aime dominer, et ainsi de suite. Mais ça fait partie de leurs activités occultes, ésotériques. Il y en a qui se prennent plus ou moins au sérieux, il y en a qui le font avec de bonnes intentions, et ainsi de suite. Mais tout ceci fait partie de l'expérience ésotérique de l'humanité. Lorsque la fin du cycle sera à notre porte, et que l'homme sera confronté avec des intelligences qui viennent d'autres mondes, à ce moment-là, ces petites sociétés secrètes-là seront démolies pour faire partie d'une plus grande société secrète, mais qui sera sous le contrôle de l'évolution de certains êtres qui ont une régence sur la Terre, qui ont une amplitude d'évolution sur la Terre, qui ont une conscience parfaite de la Terre, qui ont une conscience parfaite de l'homme, et qui ne sont pas impliqués égoïquement à sauver l'humanité ou à se donner un certain pouvoir quelconque. C'était de ces êtres-là dont je voulais faire allusion et qui seraient déjà installés ici sur la Terre. Si vous parlez de ces êtres-là, oui, il y a effectivement sur la Terre l'activité de ces êtres-là sur différents plans. Ces êtres-là agissent tant sur le plan matériel que sur le plan éthérique. Et lorsque la constitution totale sera établie de ces êtres-là, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura une fusion finale de ces êtres-là, à ce moment-là, il y aura sur la Terre le pouvoir. En revenant au thème de la soirée, la santé, ces êtres-là savent que la société d'aujourd'hui est malade sur tous ces plans, sauf au niveau de l'esprit, puisque l'esprit ne peut pas être malade. Mais pourquoi retiennent-ils certaines informations qui aideraient l'humanité à se guérir? L'humanité doit vivre son expérience, l'humanité doit vivre son karma. Tout le monde voudrait que l'humanité soit aidée comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Les hommes seront testés. Les hommes doivent être testés parce que qu'est-ce qui se passe quand l'homme est testé? Quand il vit une initiation, il transmute sa mémoire. Ceux qui sont capables de transmuter la mémoire deviennent automatiquement centriques, forts, et ils sont de plus en plus dans leur esprit. Et ce sont ces êtres-là qui éventuellement peuvent supporter le contact avec cette énergie. Donc il faut que les hommes soient testés. Sinon, si c'était l'opposé, mais vous auriez une nouvelle hiérarchie de religion sur la Terre. Ça retarderait l'évolution de l'homme, parce que la puissance de ces êtres-là est tellement grande que les hommes feraient de ces êtres-là des dieux. Et dans le nouveau cycle, les dieux seront totalement détruits. Donc l'homme aura le pouvoir, l'homme aura le pouvoir sur la nature, ainsi de suite. Donc ces êtres-là ne peuvent pas faire ça. Dans le passé, ils l'ont fait et ils ont été obligés de corriger leurs erreurs. On ne peut pas entraver à l'évolution d'une planète. On ne peut pas faire descendre sur une planète des êtres qui ont une vibration et les mélanger avec des êtres qui ont une autre vibration. Parce que les hommes sont ignorants. Ignorant veut dire quoi? Ignorant veut dire ignorant. Donc incapable de supporter l'énergie de cette lumière. Donc obligé de la colorer, de la manipuler égoïquement, de lui donner une coloration. Les gens qui sont malades sur le plan physique, est-ce que c'est parce qu'ils sont aussi ignorants des lois matérielles, biologiques, physiques? Non, les gens qui sont malades sur le plan physique, tous les hommes sont ignorants des lois de l'esprit. Mais il y a des gens qui ont des corps suffisamment sains, qui deviennent malades plus tard. Ceux qui sont malades avant le temps, ou trop souvent, c'est parce qu'ils ont des débalancements sur le plan émotionnel, sur le plan astral, sur le plan mental. C'est toujours un débalancement. La maladie, c'est psychosomatique à un très très haut niveau,
à un très haut niveau, à moins qu'on vous donne un coup de marteau sur un genou. Alors, quelles sont ces lois de l'esprit dont vous venez de nous parler? Ces lois de l'esprit, ces lois de l'esprit, les lois de l'esprit, quelles sont les lois de l'esprit? Quelles lois de l'esprit? Il y en a beaucoup de lois de l'esprit. Moi, ça ne me dit rien, les lois de l'esprit. Les lois de l'esprit, pour que ça me dise quelque chose, il faut que ça m'intéresse, il faut que je m'y intéresse. Donnez-moi un point où je peux me rattacher. C'est parce que j'écoutais une conférence de Bernard au début du mois de décembre 1983, puis il a dit ça en passant, c'est parce qu'ils ne sont pas adaptés ou ils ne sont pas en harmonie avec les lois de l'esprit. Alors là, j'en ai profité pour lui demander, mais c'est quoi les lois de l'esprit? C'est difficile de parler des lois de l'esprit, parce que l'esprit, c'est de l'énergie. Donc, les lois de l'esprit, ce ne sont pas des lois psychologiques. Donc, automatiquement, n'étant pas des lois psychologiques et étant des lois d'énergie, automatiquement, elles sont antipsychologiques. L'esprit est antipsychologique. C'est pour ça que je dis souvent, l'esprit, dans un sens, est anti-égo. Non pas qu'il est anti-égo, mais il est anti-égo. Anti-égo dans le sens négatif de l'ego. Donc, s'il y a dans l'ego de l'émotion qui fait interférence avec le mental, il y a automatiquement une infraction aux lois de l'esprit. S'il y a de l'intellect qui fait interférence avec l'émotion, il y a automatiquement une infraction contre les lois de l'esprit. S'il y a de la crainte dans l'homme, il y a une infraction contre les lois de l'esprit. S'il y a de l'humanité planétaire dans l'homme, il y a infraction contre les lois de l'esprit. Autrement dit, l'infraction contre les lois de l'esprit sur la Terre, elle est particulièrement généralisée chez tous les hommes, parce que tous les hommes ont un certain niveau d'inconscience. Autrement dit, mesurez l'inconscience de la Terre et vous verrez jusqu'où sont enfreintes les lois de l'esprit. Et si j'allais jusqu'à dire, elles sont enfreintes parce que l'humain, l'homme, a un corps physique? Non, ce n'est pas le corps physique de l'homme qui est son problème, c'est son corps mental et son corps émotionnel. Le corps physique de l'homme, ce n'est pas un problème à l'esprit. D'ailleurs, l'esprit veut intégrer avec le corps physique de l'homme. D'ailleurs, c'est un des grands plans de l'esprit d'intégrer avec le corps de l'homme pour que se manifeste sur la terre l'invisibilité, l'immortalité, ainsi de suite, le transport d'un plan à un autre, l'ascension d'un plan matériel à ce que vous appelez les ovnis, le passage d'un homme dans un corridor de lumière, la diffraction du cérébral de l'homme, la réintégration parfaite du corps matériel dans un autre espace. Donc, ça fait partie des lois de l'esprit. Mais ce qui empêche ceci, c'est justement que l'homme fait interférence aux lois de l'esprit. L'antigravité, ça fait partie des lois de l'esprit. Alors, l'homme, le problème de l'homme, ce n'est pas son corps matériel. D'ailleurs, c'est ce que je remets en question vis-à-vis l'Orient et l'Occident. C'est que dans l'Orient et l'Occident, on a toujours voulu blâmer le matériel. On a toujours voulu blâmer la chair pour faire ou forcer l'homme à regarder vers des plans plus subtils. Et c'est une erreur de l'Occident et c'est une erreur de l'Orient. L'homme et l'esprit doit descendre dans la matière et l'esprit descendra dans la matière pour créer une nouvelle civilisation. Tant que l'esprit ne sera pas dans la matière, l'homme sera géré par des lois planétaires. Donc, la conception philosophique, spirituelle, ecclésiastique, religieuse de l'Orient et de l'Occident, surtout de l'Occident, a empêché l'homme de réaliser que son corps matériel est un réceptacle qui doit être un jour ultimement habité par l'esprit. Mais pourquoi les églises ont fait ceci? Parce que ça faisait leur affaire. Laisser au gouvernement, laisser à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ils n'ont jamais réalisé que César et Dieu font partie de la même famille. Ils n'ont jamais réalisé que l'invisible et le matériel fait partie d'un tout. Ils n'ont jamais réalisé que le corps matériel de l'homme, c'est de l'esprit condensé. Ce n'est pas de la merde un corps matériel. C'est une très grande création. Donc, il faut qu'il y ait intégration entre ces principes et ce qui bloque, c'est tout ce qui est l'attitude de l'homme, tout ce qui converse avec l'ancienneté et la mémoire de l'humanité, qu'on appelle le mental et l'émotion. Lorsque ceci sera corrigé dans l'expérience de l'homme, que l'instruction mondiale sera suffisamment diffuse pour que l'homme puisse reconnaître qu'il y a au moins finalement quelque chose dans le monde qui puisse répondre à ces questions fondamentales au lieu de simplement les rendre plus philosophiques ou plus spirituelles ou plus psychologiques. À ce moment-là, l'homme commencera à réaliser qu'il y a en lui un potentiel de vie qui fait partie de son esprit et que ce potentiel de vie doit descendre dans le mental et l'émotion et le vital pour donner éventuellement au physique une capacité de déconcentration matérielle, c'est-à-dire une capacité qui lui permettra à cet homme de passer d'un plan à un autre. À vous entendre parler, Bernard de Montréal, les religions
principalement la religion catholique ou chrétienne, c'est d'essayer de sauver son âme. Et vous, vous avez l'air de dire ça, c'est... Non, c'est pas ça que je dis. C'est jamais ce que je dis que je dis. Je dis que pendant l'évolution, les religions ont eu un rôle important. L'homme était animal, l'homme était inconscient, l'homme était très astral. L'homme aujourd'hui, il est encore astral, mais il est plus mental, l'homme est plus évolué aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, l'homme avait besoin de directives. Donc, les religions, les systèmes philosophiques, occultes, ésotériques ont servi pour donner une orientation à l'homme parce que l'homme avait une conscience grégaire, il avait une conscience sociale, il avait une conscience qui était conditionnée par l'histoire, par la mémoire de l'humanité. L'homme n'avait pas de conscience personnelle. L'homme n'avait pas de conscience ultimement personnelle. L'homme ne pouvait pas penser pour lui-même. L'homme ne pouvait pas par lui-même connaître les mystères. Il ne pouvait pas par lui-même déchiffrer ce qui est occulte. Mais l'homme qui vient a cette capacité de déchiffrer ce qui est occulte, de comprendre par lui-même, d'être son propre tribunal. Tribunal universel, mais son propre tribunal. Donc, automatiquement, ces systèmes étaient essentiels. Mais, ce qu'ils ont fait, ce que tous ces systèmes ont fait, c'est qu'ils ont empêché l'homme de réaliser qu'il devait éventuellement vivre l'intégration du matériel avec l'esprit. Et si l'homme avait été amené au début, pendant des années, des siècles, à réaliser l'importance de l'intégration entre le matériel et l'esprit, il n'y aurait pas eu de dualité chez l'homme. Il n'y aurait pas eu de fragmentation psychologique visant à donner à sa spiritualité une tendance plutôt schizophrénique. Il n'aurait pas eu tendance sur le plan spirituel à vouloir laisser le monde matériel. Il aurait eu tendance à se servir de l'énergie spirituelle en lui pour donner sur le plan matériel de l'harmonie au lieu de se sauver d'ici pour aller dans les nues, ainsi de suite. Donc le ciel, c'est l'astral. Le ciel, ce n'est pas le paradis terrestre. Le ciel, ça vaut rien. C'est le paradis terrestre que l'homme ira un jour, et ça, c'est l'éther. Ce qu'on parle dans les anciens livres, c'est le paradis terrestre. On ne parle pas de ciel. Le ciel, c'est pour les ignorants. Le paradis terrestre, ça fait partie de l'évolution future de l'homme. C'est le domaine où l'homme scientifique de demain ira. L'homme qui aura une conscience parfaite, l'homme qui sera totalement en dehors de la conscience planétaire, donc qui n'aura plus en lui d'ignorance et qui ne sera plus assujetti aux lois de l'âme, qui aura transmuté complètement les lois de l'âme pour faire descendre en lui l'énergie de l'esprit, pour pouvoir se servir de cette énergie pour transmuter la matière. Le Nazaréen est-il allé au paradis terrestre ou est monté au ciel? Le Nazaréen, il était dans les terres, le Nazaréen. Il s'est dématérialisé, le Nazaréen. Vous avez déjà trouvé son corps, ses ossements, quelque part? Le Nazaréen s'est dématérialisé. Comme quelques grands êtres descendants se sont dématérialisés. C'est une insulte d'aller au ciel pour un homme conscient. L'homme va à l'éther, l'homme va sur les autres plans, l'homme retourne à sa planète d'origine, l'homme retourne à sa science d'origine, l'homme retourne à sa connaissance, à sa mémoire cosmique. C'est ça l'homme de demain. Le Nazaréen était simplement un prototype, il représentait ce que l'homme de demain doit être. Il ne représentait pas le grand prêtre charismatique de la spiritualité occidentale, comme les religions ont voulu le faire. Le Nazaréen, c'était un être à part, c'était un être descendant qui n'avait rien à apprendre de l'humanité. Il ne vivait pas d'expérience, il était dans une conscience totale. Donc il avait la capacité éventuelle de transmuter son corps matériel, c'est ce qu'il a fait avec ses amis. C'est bien beau pour le Nazaréen ou pour peut-être Bernard de Montréal, mais pour les autres, il faut qu'ils vivent des expériences. Ben oui, vous vivez des expériences. Je vous explique les êtres qui sont descendants qui ne vivent pas d'expérience. Il ne s'agit pas pour les hommes de ne pas vivre d'expérience. Les hommes ne peuvent pas ne pas vivre d'expérience. Ils sont obligés de vivre d'expérience jusqu'à ce qu'ils ne vivent plus d'expérience. C'est ça la conscience. Alors que ça prenne 1000 ans, 500 ans, 2500 années, doit venir le temps où l'homme ne vivra plus d'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas vivre d'expérience? Ça veut dire ne plus se faire chier planétairement. Autrement dit, être dans son intelligence créative, voir, comprendre le jeu entre l'esprit et l'âme, connaître les lois de l'intelligence, connaître les lois de la volonté, savoir qu'est-ce que c'est la volonté, savoir qu'est-ce que c'est l'intelligence. Ce n'est pas l'intellect, l'intelligence. Il y a une grande marge entre l'intellect et l'intelligence. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont des doctorats. Ce ne sont pas des gens qui sont dans leur intelligence. Ce sont des gens qui ont de la mémoire. C'est pas pareil. Mais si la matière devait être subtilisée totalement par un fléau nucléaire, est-ce que ça ne serait pas la belle occasion pour permettre à l'humanité consciente de passer au plan de l'éther et aux autres d'être éliminés?
Je serai incarné. Recommencez ce que vous... Bon. Si un jour la matière de la planète devait être subtilisée par un conflit nucléaire, est-ce que ce ne serait pas la belle occasion pour permettre à ceux qui sont conscients de passer au plan de l'éther et aux autres d'être anéantis de façon à peut-être se réincarner sur un autre plan, sur une autre planète ou un autre niveau planétaire ailleurs? Moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas parler de ça. Il y a deux possibilités sur le plan de la dématérialisation. Je vais vous en donner deux. Bon, je n'aime pas faire de prophétie. Une possibilité, c'est conflagration nucléaire dans le monde. Conflagration nucléaire dans le monde, il y a une partie de la population qui sévit, il y a une autre partie de la population qui est protégée, il y a une autre partie de la population qui est inévitablement mise en contact avec des forces pour subtiliser leur corps matériel. Ça, c'est un aspect que la plupart des gens reconnaissent possible. L'autre aspect, c'est que il y a conflit nucléaire dans le monde, mais que cet événement-là ne vienne pas dans ce temps-là. Que l'événement vienne beaucoup plus loin vers les années 2050, 2060, 2065, où lorsque les forces du centre de la Terre auront suffisamment... Bon, je vais vous donner un framework, un cadre pour expliquer ma pensée. Lorsque l'homme comprendra ce que j'appelle les mystères, c'est-à-dire lorsque l'homme comprendra ce qui ne se comprend pas intellectuellement, lorsqu'il aura la vision pour voir dans les terres, lorsqu'il aura la vision pour voir les intelligences qui travaillent sur les plans subtils, il réalisera que la Terre est habitée. Donc la Terre est habitée par des intelligences qui sont primitives, qui sont de forme animale, qui ne sont pas parfaites sur le plan du développement du corps physique comme l'homme. Ce sont des intelligences qui n'ont pas un corps aussi dense que le nôtre. Ce sont des intelligences qui, pour se former, pour densifier leur corps, se servent de nos émotions et de notre mental. Ces êtres-là ont une fonction cosmique sur la Terre, c'est celle de maintenir en équilibre les forces telluriques. C'est-à-dire que ce sont ces êtres-là qui maintiennent en équilibre le pôle, les croûtes qui se promènent sur la Terre, ce qu'on appelle les continents, ainsi de suite, les activités volcaniques, les tremblements de terre. Eux contrôlent ceci. Mais il se produit quelque chose, c'est que présentement, ils sont dans une sorte d'affolement. Ils sont dans une sorte d'affolement parce qu'ils savent que l'homme commence lentement, dans les années, dans les générations qui viennent, à sortir et à partir de sa planète. L'homme va partir, ils savent que l'homme va partir de sa planète et qu'il va voyager à travers le système solaire et qu'il va voyager en dehors du système solaire. Et comme ils se nourrissent de l'émotion et de du mental de l'homme pour se densifier un corps matériel, ils sont affolés parce qu'ils ne veulent pas que l'homme parte. Ils ne veulent pas que l'homme devienne antigravitaire. Ils ne veulent pas que l'homme aille trop loin dans sa science. Autrement dit, ils feront tout pour empêcher que l'homme laisse sa planète Terre. Et c'est lorsque l'homme sera suffisamment évolué sur le plan de la science, matérialiste, et lorsque l'homme sera suffisamment en contact avec d'autres intelligences et qu'ils sentiront que l'homme est prêt à se subtiliser de la force de gravité terrestre, qu'ils concentreront toutes les forces tellurique de la Terre dans son centre. Et à partir de ce moment-là, lorsque ceci sera fait, l'axe de la Terre chavirera. Là, à ce moment-là, ce sera la destruction totale de la planète. Donc, cette deuxième étape est encore plus dangereuse pour l'humanité que l'étape purement nucléaire. Mais cette étape, si et lorsqu'elle se passera, et il est là le point que je veux faire à ceux qui ont une pensée un peu occulte, lorsque cette étape sera venue, il y aura des hommes sur la Terre, aujourd'hui, qui seront capables d'aller dans les terres, dans les plans, dans les terres de ces êtres-là, communiquer avec ces êtres-là. Ils auront la force mentale et émotionnelle et la création mentale suffisamment développée pour pouvoir les voir, ne pas être comment je dirais, affaiblis par eux ou affectés par eux. Et ces êtres-là, ces hommes, retireront de ces êtres-là leur pouvoir. Ils utiliseront leur pouvoir et ce sont ces hommes-là qui pourront maintenir l'équilibre des forces telluriques de la Terre comme ont pu le faire les Atlantes pendant un certain temps et comme n'ont pas pu le faire les Atlantes après un autre temps. Donc, demain, quand je dis demain, je dis dans les prochaines générations, c'est l'homme qui aura accès à l'éther, qui pourra entrer en contact avec ces intelligences-là et utiliser leurs énergies, travailler avec ces forces, qu'elles soient positives ou négatives, qui aura la fonction de restabiliser les plans matériaux, éthériques, telluriques de sa planète. Donc ça va loin. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas faire de prophétie, c'est contre mon mandat, je ne peux pas faire de prophétie, mais je peux dire que le conflit nucléaire
possible sur la Terre n'est pas le plus grand danger de l'humanité. Le plus grand danger de l'humanité, c'est l'autre conflit, qui est un conflit entre ces êtres au centre de la Terre et le fait qu'ils savent que l'homme s'en va, devient antigravitaire éventuellement, il s'en va vers d'autres planètes. Il est là le grand conflit. Donc, il y a deux conflits. Il y a un conflit qui est purement planétaire sur la Terre, celui que l'on connaît, qui fait partie de la mémoire de l'humanité. Il y a un autre conflit que la plupart des hommes ne réalisent pas, qui est cosmique et qui ne fait pas partie de la mémoire de l'humanité, mais qui fait partie de la nécessité de ces êtres de survivre. Toutes les races, qu'elles soient visibles, matérielles, solides ou invisibles, ont le besoin de survivre. Et ces êtres-là ont le besoin de survivre. Et même si ce sont des êtres qui sont primitifs, même si ce sont des êtres qui ont inévitablement une fonction négative sur le comportement de l'homme, ce sont des êtres pour lesquels j'ai une très grande sympathie, parce que ce sont des êtres qui n'ont pas été privilégiés comme l'homme l'a été. Autrement dit, ce sont des êtres qui ne sont pas dotés d'ajusteurs de pensée, ce sont des êtres qui sont obligés de se nourrir de la pensée de l'homme, de l'émotion de l'homme, pour eux se créer ce que nous appelons, nous, un ego. Se pourrait-il qu'ils se manifestent sous forme soucoupe volante, extraterrestre, alors qu'ils ne le sont pas en réalité? Ils se manifestent sous toutes sortes de formes. Ils se manifesteront sous des formes animales. Ils se manifesteront sous la forme de yéti. Ils se manifesteront sous la forme d'ovni. Ils se manifesteront sur toutes sortes de formes pour créer de la confusion. Et le deuxième conflit dont vous nous parlez, je ne voudrais pas vous insulter en utilisant le terme de la Bible, serait ça la fameuse guerre de l'Armageddon? Le vrai conflit provoqué par les forces d'en haut et les forces d'en bas. Le conflit de l'Armageddon, c'est le conflit entre l'homme et les forces du centre de la Terre. Le conflit d'Armageddon, ce n'est pas le conflit que nous vivrons à la fin du cycle. Ce n'est pas un conflit politique. C'est un conflit cosmique. Et heureusement qu'il y a des hommes sur la Terre dans différents pays qui, à ce moment-là, dans ces années-là, seront prêts à passer d'un plan à un autre, et ce sont ces hommes-là qui pourront rétablir l'équilibre. Pour bien faire la confusion, se pourrait-il que ces êtres-là provoquent le conflit de la Troisième Guerre mondiale au moment où l'homme pourrait être impliqué dans un conflit d'Armageddon? Je vais vous dire plus que ça. Je vais vous dire que le conflit, s'il y avait conflit nucléaire, je peux vous dire qu'il y aura des intelligences qui seront prêtes à venir sur la Terre à ce moment-là pour donner à l'impression que ce sont les intelligences qui viennent sauver l'humanité, alors que ces intelligences font partie des grandes influences plutoniennes de la planète Terre. Autrement dit, quand je dis que l'homme sera testé, je sais ce que je veux dire. Je veux dire que l'homme sera testé. Et tester, pour moi, veut dire tester. Ça veut dire amener au-delà de la limite psychologique de l'ego, de se faire influencer par quelque intelligence que ce soit. Donc, seuls les hommes sur la Terre qui seront dans un état de fusion suffisamment avancé, dont l'écran astral, la conscience astrale sera suffisamment diluée, pourront voir à travers ce jeu. Parce que le phénomène OVNI, il vient en deux sections. Il vient dans la section thermonucléaire ou nucléaire à la fin du cycle. Il vient dans une autre section qui est purement cataclysmique, qui dévaste tout, qui permet à un certain nombre d'individus de se subtiliser à ce conflit pour demeurer dans les espaces éthériques au-dessus de la Terre pendant un certain temps, jusqu'à ce que tout reprenne son équilibre et que ensuite ces êtres reviennent sur la Terre avec les pouvoirs qui seront totalement morontiels, et à ce moment-là, vous aurez sur la Terre une nouvelle race qui donnera naissance à des sous-races. Mais vous aurez sur la Terre une race nouvelle qui sera imprimée de lumière, qui sera lumière. Il n'y aura plus sur la Terre d'inconscience. Il n'y aura plus sur la Terre de mal. Il n'y aura plus sur la Terre d'inconscience. Il n'y aura plus sur la Terre de pouvoir de l'astral sur l'homme. Ce sera fini. Donc il y a deux. Et je sais que la plupart de l'humanité, 99,9% de l'humanité, se fera prendre dans le premier aspect. Parce que le premier aspect sera suffisamment pénible pour l'homme pour que lui pense que ces êtres-là sont là pour l'aider. Lorsque, en fait, ces êtres-là seront là simplement pour créer une distraction
Et ce sont des êtres qui ne font pas partie de l'humanité, ce sont des êtres qui ne font pas partie de l'évolution, et ce sont des êtres qui sont extrêmement puissants, donc extrêmement dangereux, parce qu'ils ne peuvent pas être reconnus par l'homme conscient. Ils sont reconnaissables par l'homme inconscient, mais l'homme conscient ne peut pas les voir. Il ne peut pas les voir. Sa protection, la protection de l'homme qui a une conscience, autrement dit l'homme de demain, est tellement grande qu'il n'y a pas d'astralité en lui pour lui permettre de voir ces êtres. Il est protégé par le fait qu'il ne voit pas. Mais les hommes conscients, eux, verront, et ce sera là qu'ils se feront prendre. Ça a pris 7 ans pour que Bernard nous parle de ça. Mais je n'aime pas parler de ça, parce que quand je parle de ça, les gens font trop ils prennent ça trop au sérieux. Il ne faut pas prendre la vie au sérieux, c'est pas sérieux la vie. J'aime ça parler de ça, mais j'aime pas ça parler de ça. Mais il y a un temps pour toute chose. La confusion dont on parlait avec les manifestations extraterrestres ou supposées extraterrestres ne pourrait-elle pas aussi s'engager sur le plan mental? Et ce serait l'époque où des gens viendraient parler et ce serait tellement extraordinaire ce qu'ils auraient raconté que ça pourrait troubler les élus eux-mêmes. Les élus eux-mêmes seront testés. Tous. Seulement ceux qui sont comptés auront une plus grande facilité, mais ils seront testés. C'est inévitable que l'homme soit testé. C'est essentiel, ça fait partie de l'initiation de l'esprit. Ce n'est plus une initiation astrale, ce n'est plus une initiation de l'âme, c'est une initiation de l'esprit. Et l'initiation de l'esprit, elle est beaucoup plus parfaite et absolue que l'initiation de l'âme. L'initiation de l'âme est sous le contrôle de l'homme. L'initiation de l'âme, elle peut être même surveillée, conditionnée par l'homme. Mais l'initiation de l'esprit ne l'est pas. L'initiation de l'esprit, c'est l'initiation la plus grande, la plus parfaite et la plus terrible que l'homme peut vivre. Mais c'est la plus belle parce qu'elle est totalement continue, elle est parfaitement continue et elle n'est pas du domaine de l'expérience humaine. Elle ne fait pas partie de la mémoire de l'âme, elle fait partie de la descente de l'esprit dans la matière. C'est ça l'initiation de l'esprit, c'est la descente de l'esprit dans la matière qui crée des chocs dans le mental et l'émotionnel de l'homme pour transmuter l'âme. Et quand un individu vit malade sur un plan ou sur un autre, physique, psychique, intellectuel, mental ou physique, est-ce que c'est pas voulu par le plan de l'esprit? Non, un individu qui vit malade, il est malade parce que ses corps sont débalancés, ils sont débalancés parce qu'il a vécu une certaine sorte de vie, ils sont débalancés parce qu'il a une certaine mémoire, ils sont débalancés parce que son mental est vibrant à une certaine énergie, son émotionnel est vibrant à une certaine énergie. Il n'y a pas assez d'esprit en lui. La maladie, c'est un manque d'esprit. C'est simplement un manque d'esprit. Alors, celui qui naît infirme, c'est un manque d'esprit. Celui qui naît infirme, effectivement, il y a un manque d'esprit, mais il y a du karma, il y a la mémoire de l'âme, il y a l'expérience. Peut-être qu'il naît infirme et qu'un jour, s'il a suffisamment d'esprit, il fera sauter son infirmité. Ça fait partie de son expérience. Et ceux qui veulent se guérir de certaines maladies ou de certains malaises ou de certains maux, pourquoi ne retournent pas par l'esprit, ils seront guéris? Ta foi t'a guéri, comme disait le... Mais oui, mais tous les hommes veulent se guérir. Il n'y a pas un homme qui ne veut pas se guérir. Il n'y a pas un homme masochiste à ce point-là. Mais les hommes qui veulent se guérir ne comprennent pas les lois de l'âme, ne comprennent pas les lois de leur mémoire, ne réalisent pas pourquoi ils sont malades, ne réalisent pas jusqu'à quel point l'esprit est loin de leur corps. Il y a des empêchements à la descente de cet esprit. Tout fait partie du domaine de cette énergie. Il faut qu'elle descende, cette énergie. Si elle descend, cette énergie-là, elle soulève l'homme, elle le tient, elle le maintient en santé sur le plan physique, vital, émotionnel et mental. Ce que Bernard nous dit depuis maintenant 7 ans, est-ce que c'est pas justement un test? Un test? De quoi? Bernard nous a toujours dit, depuis les débuts, ne me croyez pas. Ah ben oui, ne me croyez pas, ça veut pas dire que ce que je vous dis, ce sont des sottises. Ne me croyez pas, ça veut dire ne vous attachez pas à ce que je dis, ne vous attachez pas à la forme,
soyez indépendants dans votre propre esprit, soyez dans votre propre intelligence. Si les hommes sont dans leur intelligence, ils reconnaîtront les hommes qui sont dans leur intelligence. Si les hommes croient des hommes comme moi qui ont une très grande facilité de parole à ce moment-là, ils développent des relations, des attitudes, ces hommes, ils perdent leur individualité. L'homme sait. Vous savez des choses, vous savez des choses. Bon, les choses que vous savez font partie de vous, vous les échangez avec moi, je les échange avec vous, mais vous n'avez pas à me croire, vous ne vous êtes jamais senti obligé de me croire. Bon, ce qui est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Les hommes n'ont pas à me croire. L'homme ne doit pas croire. C'est dangereux croire. Ça fait partie de l'évolution. C'est de l'influence. On peut écouter, on peut voir si quelqu'un dit quelque chose qui a du bon sens, et ainsi de suite, si c'est intelligent. On peut attendre des années pour comprendre ce qu'une personne dit. Mais il ne faut pas croire. C'est terrible, c'est dangereux. C'est le début de l'ignorance, croire. C'est le début de l'ignorance, croire. Vous avez vu le petit film, là, Les petits animaux dans la jungle de Kipling, Rudyard Kipling, avec le serpent et le petit bonhomme qui se fait envoûter, là. Il dit, regarde-moi, regarde-moi, écoute-moi, écoute-moi, crois-moi, je vais te foutre l'esprit en l'air. Hein? C'est ça. On ne faut pas croire. Mais les hommes ont la capacité d'échanger, il y a de l'intelligence dans l'homme. C'est dangereux, quoi. Ah, c'est terrible. Merci Bernard.